va, ça va. Je prie pour vous, hein. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. Bonjour, Brigitte. Merci. Très. Partout. Même si je me fais détester, je m'en fiche. Oh, dans le coin, ça doit pas être quand même trop. Hein? Ah, il y en a quelques-uns. Les faux. Oui. Bon. Les Zemmour, on les connaît. C'est incroyable. Les Zemmour, on les connaît. Ouais. Donc, elle les englobe. Ouais. Elle le remet, Éric Zemmour, dans toute la classe politique. En gros, tous les mêmes, le système. Non, cette scène est incroyable. Ouais. Évidemment, postée sur le compte Twitter de Marine Le Pen. Et une journée comme ça, je peux vous dire que quand Marine Le Pen a un petit coup de mou, elle se dit, voilà, mon socle, il est là. Mais en revanche, il faut qu'il aille voter, d'où le sonore, le son qu'on a vu. Pour en venir quand même à Éric Zemmour, Virginie, pour en venir à Éric Zemmour, c'est un enjeu pour lui, les classes populaires. Il va falloir qu'il essaye de grappiller des voix aussi chez eux. C'est un enjeu pour lui, un enjeu qui pour l'instant n'est pas gagné. Et pour en revenir aux classes populaires, quand Marine Le Pen, et là je rejoins ce qu'a dit Renaud, a lancé son appel au régional, elle n'a pas été entendue. Et c'était bien la première fois de toute la carrière du Front National et du Rassemblement National que les électeurs du Rassemblement National ne se déplaçaient pas. Et pardon, mais les classes populaires, de façon générale, sont totalement abandonnées. Abandonnées par la droite, abandonnées par la gauche, qui ne leur parle plus non plus. Et les classes populaires ne vont pas revenir voter comme ça si facilement. Et je les vois mal voter pour Éric Zemmour, qui ne leur ressemble pas, qui ne leur parle pas, qui ne les connaît pas et qui ne sait pas quels arguments utiliser pour leur parler. Éric Zemmour, il passe son temps à dire « je suis essayiste, je suis écrivain, je suis polémiste ». Ça parle, ça, aux classes populaires. Et les quelques propositions qu'il a faites ce soir, et Dieu sait qu'il n'y en avait pas beaucoup, de mon point de vue, elles étaient totalement inaudibles pour les classes populaires. Elles étaient loin du curseur de la réalité et loin du curseur de leurs préoccupations. Quand ils parlent d'immigration, quand ils parlent... Ça, c'est une préoccupation des gens aussi. Mais c'est pas la première. Pas du tout. C'est toujours dans le top 3, 4. Je termine, pas du tout. Sécurité, c'est la première. Mais pardon, je termine. C'est le pouvoir d'achat, c'est la santé. Et l'immigration arrive en 5e ou en 6e position. Oui, alors, donc là aussi, ne leur parle pas. S'il vous plaît, un peu de discipline. Ordre et liberté. On est très vous, ça va. Depuis que j'ai dit à l'antenne que vous mesuriez 2,06 m, vous recevez des messages sur les réseaux sociaux de gens qui demandent « Ah, c'est vrai, vous faites 2,06 m ?» C'est un peu moins, hein, ceux qui... Voilà. Gardons le mystère. Julie. On est en ligne avec Patrick Caram, conseiller politique de Valérie Pécresse. Merci d'être avec nous. On voulait vous faire réagir parce qu'Éric Zemmour, ce soir, sur notre antenne, n'a pas été très tendre avec Valérie Pécresse. Il a multiplié les pics envers votre candidate. Il dit notamment que c'est une girouette, qu'elle change d'avis tout le temps. On écoute Éric Zemmour et on vous fait réagir juste derrière. J'ai vu ce qu'a dit Mme Pécresse hier, j'ai vu des extraits. Elle a dit quelque chose d'extraordinaire. Elle a dit à un moment mes convictions évoluent avec la société. Ça aurait dû vous plaire. Moi, je ne suis pas une girouette. Excusez-moi, mes convictions n'évoluent pas avec les autres. Quand je prends une conviction, c'est que j'ai réfléchi longtemps avant. C'est que j'ai beaucoup observé, c'est que j'ai beaucoup lu, c'est que je travaille dessus. Patrick Caram, petite réaction. Il s'en est pris à plusieurs reprises ces derniers temps à Valérie Pécresse, peut-être parce qu'il a compris que ceux qui viennent chez lui là depuis quelque temps, ceux qui sont de plus en plus attirés par Éric Zemmour, viennent de la droite classique, plus que de la droite de Marine Le Pen. Est-ce que c'est une menace pour vous, Éric Zemmour? Zemmour a surpris que Valérie Pécresse est en train de le grignoter. Parce que sa chute a correspondu quelque part à la montée en puissance de Valérie Pécresse. Et moi, je veux faire une remarque. Il dit qu'il n'est pas une girouette. Mais qui a voté François Mitterrand en 81 ? Qui a ensuite continué à voter à gauche ? C'est bien Éric Zemmour. Si c'est pas ça une girouette, faut m'expliquer ce que c'est. C'est là-dessus une ambiguïté le plus totale. Deuxième élément, c'est un homme qui est adepte des fake news. Vous savez, il a dit que Valérie Pécresse avait renoncé, depuis qu'elle était passée dans l'émission, à sa mesure phare sur l'augmentation de 10% des salaires nets hors inflation. Eh bien, je vous le dis, absolument pas. Vous allez voir toutes ces déclarations. Elle mettra en place ces 10%. C'est le financement de ces 10% qui évolue. Mais elle mettra en place ces financements, ces 10%, cette progression de 10% des salaires sur le quinquennat. Et dernier point sur Zemmour. Zemmour, et là il faut qu'on se dise les choses, parce que j'en ai marre de cette ambiguïté-là,
il flingue l'islam. Quand il dit l'islam, c'est ça l'ennemi, et que dans le même temps, il va déjeuner avec Tarek Ramadan. Ils échangent leurs portables. Ils s'envoient des mots doux, amitié, je vous embrasse, etc. Que dans le même temps, en octobre 2014, dans Causeur, il fait l'apologie du terrorisme. Il dit, et là je dois vous le lire parce que ça vaut son pesant d'or, je respecte les gens qui meurent pour ce qu'ils croient. Quand des gens agissent pour qu'ils pensent pour des morts qui le leur demandent, ils sont respectables. Les djihadistes sont respectables. Les djihadistes qui ont tué des centaines de Français, des djihadistes que j'ai attaqués devant la Cour pénale internationale pour génocide. Et les djihadistes français dont ils parlent, ces djihadistes-là, j'ai fait 2 plaintes contre eux en France devant les tribunaux français pour crimes contre l'humanité. Donc, très franchement, Zemmour et finalement les djihadistes, c'est le même combat. Ils considèrent les djihadistes et Daesh voulaient convaincre les musulmans qu'ils n'étaient pas français. Juste laissez-moi terminer. Je termine. Ils voulaient, les djihadistes et Daesh voulaient convaincre les musulmans français qu'ils n'étaient pas français et que les Français les haïssaient. Et Éric Zemmour veut convaincre les Français que les musulmans ne sont pas français et que les musulmans sont des guerriers contre eux. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux, djihadistes, comme Daesh, comme Zemmour, finalement, ils ont le même but, fracturer la société française. Et en cela, Zemmour est impardonnable, c'est le complice de Daesh. C'est vrai, Patrick Karam, merci d'avoir passé ces quelques instants avec nous. Vous êtes vice-président de Libre dans la région Île-de-France, conseiller politique de Valérie Pécresse. Une fois encore, comme sur les femmes, comme je crois d'ailleurs sur le maréchal Pétain, on est sur une saillie du Éric Zemmour éditorialiste, polémiste, qui à mon avis, j'allais dire, comme on dit un peu familièrement, qui fait un peu le mariole intellectuellement, qui dit « je peux comprendre ces gens, je fais un pas vers les islamistes, je peux comprendre ces gens qui meurent pour des idées ». C'est un peu ce qu'il nous dit, quoi. Voilà. Et finalement, toute personne qui meurt pour des idées, fut-elle terroriste, mérite une certaine forme de respect. Je crois, il se fait plaisir esthétiquement, il écrit ça en 2014. Sauf que ce qui est une rodomontade de polémistes, qui veut faire le malin, le mariole, qui veut provoquer, à moins qu'il n'ait été très sérieux, j'en sais rien, bon, peu importe, devient juste totalement indigeste en 2022. Et ce que fait Karam, aller chercher ça dans le passé de Zemmour, c'est ce que fait tout le monde, y compris les journalistes, avec Pétain, avec les femmes, etc. Sauf que ce pauvre Zemmour, pardon de le dire comme ça, il va en avoir 500. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire un pas sans qu'on sorte, qu'on exhume de son passé ces rodomontades qui sont insupportables et qui sont des boules puantes. Mais il n'y a pas le Zemmour d'avant et le Zemmour d'aujourd'hui, il y a le même Éric Zemmour. Il y a boules puantes. Je pense que je me souviens, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Marine Le Pen avait été mise en cause pour complicité d'apologie de terrorisme, parce qu'elle avait fait un tweet en disant Daesh c'est ça, avec des décapitations. Je crois que c'était des décapitations. Je me souviens de personnalités politiques qui disaient, vous voyez bien, Marine Le Pen n'est pas sincère, vous voyez bien, elle fait la promotion du djihad. Je pense qu'il n'y a pas un seul Français sincère qui se dit que Marine Le Pen soutient le djihad ou l'islam radical. Et c'est pour ça que je pense que, autant il y a plein d'attaques qui peuvent fonctionner contre Éric Zemmour, mais je pense qu'il y a peu de gens qui se disent, ah ouais, il y a peut-être un doute, Éric Zemmour, il est peut-être proche des islamistes. Je sais pas pourquoi j'ai du mal à me dire que c'est un argument qui peut... Non, mais Louis, il dit pas ça. Il dit qu'au nom du plaisir de la joute intellectuelle, Éric Zemmour se permet des positions qui sont... C'est ce qu'il dit, c'est ça qu'il dit. Se permet des positions... Oui, mais poursuivre les mêmes objets... et des démonstrations... Il est complice de Daesh, c'est un peu fort. Des positions et des démonstrations qui ne sont qu'un jeu, qui ne sont qu'une façon d'être, mais que c'est un problème quand on veut être candidat. C'est exactement ce qu'il dit. Non, mais je suis entièrement d'accord. Vous savez, le tableau magique, on efface tout. Exactement. Mais dans la vie, c'est pas possible, le tableau magique. On est ce qu'on est. Mais on est ce qu'on est. Mais oui. Et surtout quand Éric Zemmour ne revient jamais sur ce qu'il a dit. Et encore moins s'excuser. Il est comme ça. Mais le tableau magique, quand vous passez de polémiste à candidat à l'élection présidentielle, vous ne pouvez pas à chaque fois dire non, ça je ne veux plus en parler, non, ça c'est avant, maintenant je suis candidat, je parle que de la France. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, je reviens à votre question sur les catégories populaires. Est-ce que Éric Zemmour, et ça c'est fondamental ce soir, est-ce que Éric Zemmour doit maintenant
mordre sur l'électorat de Marine Le Pen avec les catégories populaires en ligne de mire, ou alors il doit maintenant mordre sur l'électorat de Valérie Pécresse. Ce soir, il était pour, enfin, je veux dire, il cherchait l'électorat de Valérie Pécresse, très clairement. Exactement. Ce soir, il n'a fait que ça. Il n'a fait absolument que ça. Exactement. Il considère, et quand on regarde les intentions de vote, avant l'émission, on en parlait, que finalement, l'électorat de Marine Le Pen, celui qui est parti, il est parti. Exactement. Mais voilà, il est parti. Mais il ne reviendra pas. Voilà, il ne reviendra pas. Mais pour l'instant, ceux qui sont partis sont partis. Il ne peut pas faire plus. Et donc, c'est pour ça que ce soir, ce ton un peu plus posé, un peu plus calme, c'est effectivement pour rassurer une partie des électeurs républicains qui disent non, Éric Zemmour, c'est pas possible. Justement à cause, par exemple, de ce qu'il a dit dans le passé. Des électeurs et des abstentionnistes, pardonnez-moi. Oui, et des abstentionnistes. Mais à mon avis, les abstentionnistes sont un second temps parce que les abstentionnistes, pour l'instant, ils ne mordent pas sur les abstentionnistes. Ils essayent. Et ce soir, en plus, c'était un homme politique. Le côté. Il le nie, hein. Oui, il le nie, mais non. C'est un homme politique. Oui, un homme politique. Un homme politique. Alors, remettez-nous le son. Le candidat à la présidentielle, c'est un homme politique. Voilà, de fait, il l'est devenu. Et ses partisans. Il faut savoir. S'il n'est pas homme politique, il faut savoir qui on est. À un moment, il faut se définir. Voilà. Ouais, bon, on peut peut-être. Et ses partisans disent c'est très bien, il a fait la mue, c'est un candidat maintenant, sérieux. Et en même temps, on peut objecter. Bah, attendez, en même temps, c'est un homme politique et donc fait partie du système. Oui, oui, vous avez raison. Mais ce truc-là, qui lui est très personnel, je ne suis pas un homme politique. Arrêtez! Ce soir, il a été presque dur au début du débat face à Routel Krief et Pujadas, quand il s'est adressé à un des 6 abstentionnistes qui étaient invités dans l'émission. Arrêtez de dire que je suis un homme politique, c'est-à-dire qu'il ne veut pas. Il ne veut pas qu'on dise... Il veut leur dire, je ne suis pas de la caste que vous haïssez. C'est ça ce qu'il veut dire. Mais les abstentionnistes ne l'ont pas cru. Les abstentionnistes ne l'ont pas cru. Parce qu'ils ont... Mais ici, ils sont là. Émission sur l'abstention. Campagne présidentielle, on a un homme politique en face de soi. Bien sûr, on évidemment. On vous fait réagir juste derrière. C'est l'anarchie. C'est la fédération anarchiste. Allez, on l'écoute. Éric Zemmour. Je ne suis pas un homme politique. J'ai été longtemps journaliste, écrivain, chroniqueur, etc. Donc je ne suis pas un homme politique. Donc ne me mettez pas dans la classe politique. Deuxièmement, je vous répète ce que j'ai dit à votre voisine. Ne refusez pas a priori les clivages. Le clivage, c'est sain. C'est la démocratie. Voilà. Il mise sur quoi, Virginie? Il espère qu'il y a toujours une forme de dégagisme, que lui, qui est un peu, qui effectivement n'a pas de carrière politique, peut gagner sur cet argument-là. Mais il s'est contredit lui-même quand il a dit vers la fin de l'émission qu'il allait durer. Il a dit « Je suis passé à l'action politique. Je suis en charge d'âme. Je continuerai. Je ne fais pas ça pour jouer. Je vais recomposer le paysage politique. » C'est quoi ça? C'est une carrière qu'il est en train... Qui s'ouvre. C'est une carrière qu'il est en train lui-même d'ouvrir en disant... parce qu'à un moment, il a été interrogé sur cette élection-là. Est-ce qu'il sera président de la République? Il a dit « Je serai au second tour. » Donc on a bien compris qu'au mieux, il s'espère au second tour, mais que de toute façon, il continuera. Ouais. Et que les transfuges qui viennent de se produire... Damien Rieu, Jérôme Rivière, Gilbert Collard, et ceux qui sont partis de chez Marine Le Pen pour aller chez lui, et éventuellement Pelletier, qui vient lui-même du Rassemblement national, mais qui est passé par LR. Tous ces gens-là vont travailler à la recomposition de la droite, et Éric Zemmour va les faire travailler. Donc il ne peut pas dire « je ne suis pas un homme politique » et dire 3 phrases après « je vais durer, je vais recomposer le paysage politique et je vais exister ». C'est absolument impossible. Donc il va falloir à un moment ou à un autre qu'il assume ce qu'il veut faire, mais qu'il le dise, qu'il pose des mots et qu'il ne se contente pas de dire une chose pour après en affirmer une autre. En tout cas, moi j'ai appris ce soir qu'il va durer, Éric Zemmour, et qu'il va exister dans l'avenir et qu'il va recomposer ou tenter de le faire, la droite. Et c'est pour ça qu'il a créé son parti Reconquête. 90 000 adhérents, il dit. Et c'est pour ça qu'ils vont présenter des candidats législatifs. L'objectif, c'est d'avoir un gros groupe parlementaire à l'Assemblée. C'est ça. À défaut d'être élu. Et que Éric Zemmour, après la présidentielle, on verra, mais sinon, il sera président du groupe, si jamais il est au législatif, président d'un gros groupe Reconquête, avec la recomposition en attirant des députés. Mais il est dans une équation, ça y est, c'est le début du grand écart pour Éric Zemmour. Le fameux plafond de verre. Ou la fin du grand écart. Hein, si il reste comme ça, en disant non, moi, le foot féminin, non, franchement, non, mais attendez, mais vous pouvez pas aller au-dessus du plafond de verre sur l'électorat féminin en disant un truc pareil, c'est pas possible. Mais en même temps, si ça s'agit, si ça s'arrondit trop, ça a été pareil pour Marine Le Pen. Il va être obligé à un moment donné, au fur et à mesure des semaines, de devoir ripolliner un peu son discours.
en ripolinant, certains vont peut-être se dire, bah finalement, il se normalise un peu, et donc on va peut-être aller chez Marine Le Pen, on va peut-être... Ouais. Et voilà. Vous savez, il y a des gens qui vous envoient des textos. C'est les indiscrets insomniaques. Non, c'est les indiscrets insomniaques qui arrivent, des infos qui arrivent. Mais, et le début du grand écart est là. Comment crever le plafond de verre? Comment se normaliser tout en restant sur son... Et ce soir, c'est pas que l'émission était passionnante, c'est qu'on a vu que... Voilà, il a du mal. Tiraillé, il a du mal, il retombe, il dit des trucs qui choquent. Mais il y a juste une chose sur laquelle je suis pas d'accord avec vous, Renaud, c'est que souvenez-vous, Nicolas Sarkozy en 2007 avait réussi ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que vous vous arrondissez sur un certain nombre de choses que vous vous affadissez forcément sur des choses et des éléments essentiels de votre programme ou des choses qui tiennent à votre électorat. Sauf que lui, et c'était le pari. Il a fait sa candidature sur le clivage et sur la provocation. Vous avez raison, mais moi je me souviens de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 où c'était une campagne assez ferme et de l'autre côté il y avait cette volonté d'ouverture et il y avait les deux, il y avait de la fermeté, de la rigidité et de la rondeur dont vous parliez et je trouve que c'est dommage de se dire que dans un programme politique on est soit raide, soit rond ou mou quoi. Je trouve qu'on peut essayer d'associer quand même parfois des choses assez carrées, fermes sur le régalien. Alors c'était aussi, vous me direz que je fais mon Macron fait un peu ça. Dernière phrase, on peut, mais attendez ce soir, il n'a pas eu des opposants, il n'a pas eu des opposants. Mais lui, il ne peut pas. En même temps. Il n'a pas eu ce soir des opposants. Il n'a pas eu ce soir des opposants politiques, candidats à la présidentielle, qui étrillent, qui vont au scalpel sur ses propositions. Un Emmanuel Macron en face, une Valérie Pécresse, un Jean-Luc Mélenchon. Encore une fois, comment vous faites pour interdire le voile et la kippa dans l'espace public? Comment vous faites concrètement? Il le fera pas, mais bon. Renaud, avant de passer au grand rendez-vous de la soirée, les indiscrets insomniaques, une dernière question. Grand meeting, à Lille pour Éric Zemmour. Donc ce samedi. Deux meetings. On attend du monde. On attend beaucoup de monde. On attend beaucoup de monde. Dit le parti Reconquête. On verra bien. Meeting à Lille, effectivement, où ils veulent faire une nouvelle démonstration de force, et meeting à Reims de Marine Le Pen, le meeting de vrai lancement de sa campagne, où ils attendent également du monde. Et là, on aura une comparaison des deux salles, la sociologie des deux salles, extrêmement importante. Qui vient? Le même soir? La même journée, quasiment. Alors, il n'y aura pas forcément les mêmes horaires pour qu'on puisse... Mais il y aura match en tout cas. Voilà, mais il y aura le match des meetings samedi, c'est une journée très importante. Le match des images, le match des discours, le match de la sociologie des salles, pour voir finalement qui est en dynamique. Et la semaine prochaine, le rolling tous les soirs. Est-ce qu'à partir de mardi, mercredi, jeudi prochain, quand le rolling IFOP, notre sondage du soir, aura intégré ces week-ends-là, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge? Voilà. En tout cas, la grande question aujourd'hui, c'est lequel de ces trois à droite va prendre l'ascendant sur les autres? Exactement. Pour l'instant, Marine Le Pen est légèrement devant Pécresse, puis Zemmour, mais c'est pas évident. Et Éric Zemmour décroche par rapport à Valérie Pécresse. Il est vraiment troisième. Non. Il est quatrième. Non, à droite. Ah oui, il est loin derrière Marine Le Pen. Nettement en deçà de Marine Le Pen et de Valérie Pécresse. 18, 16, 13, 14. Minuit 44. Minuit 44, mesdames, messieurs. Éric. Ouais. Oui, on est en direct. Et c'est le grand rendez-vous que vous attendez tous. Les indiscrets insomniaques avec Renaud Pilat. On parle, Renaud, de la bourde de Valérie Pécresse sur le Mali. Aïe, aïe, aïe. Ça arrive en campagne, une bourde. Oh là là, elle est formidable. Non, mais ça arrive, ça arrive. Racontez-nous ça. Oh. Ça arrive. Journée. Non, mais ça arrive. Non, soyons pas cruels. Franchement. Valérie Pécresse, ce matin, interrogée sur la crise au Mali et sur la volonté du Mali de renvoyer l'ambassadeur de France au Mali, à Paris, on va écouter ce qu'a répondu Valérie Pécresse. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que l'ambassadeur du Mali fait encore en France? Le Mali vient d'expulser l'ambassadeur français du Mali. Un minimum d'intérêt pour ce dossier aurait permis de savoir que nous n'avons plus d'ambassadeur du Mali en France depuis 2 ans. Le Mali a en France un chargé d'affaires, de même que nous gardons un chargé d'affaires au Mali depuis le rappel de notre ambassadeur. C'est exceptionnel. Valérie Pécresse, candidate à la présidentielle, qui demande solennellement, dans une matinale, devant la France ébahie, le renvoi de l'ambassadeur du Mali à Paris, le renvoi au Mali. 3 heures après. Et le porte-parole qui dit mais on n'en a plus d'ambassadeur depuis 2 ans. 3 heures après, le porte-parole. Alors, pour être très juste, et on est le soir très juste, le Marine Le Pen a également commis cette bourde quelques heures auparavant. Mais juste un point technique, c'est important. Pourquoi? Alors,
l'équipe de Valérie Pécresse cet après-midi a bien sûr essayé de corriger en disant si. Le Mali a un chargé d'affaires à Paris. Ce qu'on appelle un chargé d'affaires. Et en porte-parole, on dit Florence Portelli, mais oui, il y a un chargé d'affaires, enfin c'est comme un ambassadeur. Mais en fait, non, c'est pas comme un ambassadeur. Il y a 2 ans, lors d'une crise déjà diplomatique entre les deux pays, la France a renvoyé l'ambassadeur au Mali. Ils ont depuis renvoyé une personne qui est chargée d'affaires, mais qui n'est que chargée d'affaires, parce que lorsqu'un pays renvoie quelqu'un, il faut avoir l'accréditation de l'Élysée pour avoir le titre officiel d'ambassadeur, son excellence. Donc la personnalité qui est là n'est qu'un chargé d'affaires. Voilà, la bourde, c'est ce qu'on appelle une bourde. Autre bourde, beaucoup de bourdes ce soir, Renaud. Que Valérie Pécresse soit pas plus rigoureuse dans toutes ses déclarations, parce qu'elle a un véritable chemin qu'elle est en train de faire en trébuchant, alors qu'elle aurait pu le faire plus énergiquement. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette campagne, où elle a multiplié les fautes de quart, les écarts. Mais si, bien sûr, quand elle a dit je ne débattrai avec personne qui n'aura pas ses 500 signatures, personne n'avait ses 500 signatures à l'époque où elle l'a proposé. Elle revient sur ses propositions, elle propose des financements différents maintenant pour les hausses de salaire qu'elle avait proposées. Pardon, il y a des fautes de quart sans arrêt. Elle s'est fait étriller par le MEDEF, par les Échos. Et je ne comprends pas qu'avec le directeur de campagne qu'elle a, Patrick Stefanini, qui est extrêmement capé, qui connaît bien les choses, elle flotte comme ça depuis maintenant plus d'un mois. On est que début février, mais c'est vrai que sur quoi ceux qui n'ont pas été déjà candidats à la présidentielle ou qui n'ont pas eu des postes de ministre des Affaires étrangères ou de Premier ministre ACHOP ou GAF? Mais c'est la politique étrangère. Sur la technique. Mais attendez, mais c'est... Alors là en plus, bon, c'est quelque chose qui est vérifiable, mais sinon sur les sujets... Mais vous êtes... obligatoirement interrogée sur tous les sujets de la Russie, de Biden, mais elle s'est prononcée spontanément ce matin. Voilà, mais bon, ça se prépare. Avant les débats, j'espère qu'il y aura des débats en février-mars. Là, je peux vous dire que ceux qui n'ont pas eu de grosses responsabilités, faut travailler. Souvenez-vous dans la campagne de Trump qui faisait des énormes erreurs de géographie, qui se trompait de pays, qui se trompait même d'État des États-Unis, pensant qu'il y avait une frontière avec le Mexique, d'un État américain, je ne sais plus lequel, qui n'avait en réalité aucune frontière avec le Mexique. Ça n'a pas joué sur son élection, mais les Français ne sont pas des Américains. Nous sommes un peuple très politique, qui adore la politique. Tout le monde, aux États-Unis, ça fait des décennies qu'il y a 50% d'abstention. Nous, on participe. J'espère que les Français vont participer à la prochaine présidentielle. Donc attention, les gaffes en France, ça peut un peu mieux ces dossiers pour les prochains rendez-vous. On est début février. Autre bourde. Oui. Renaud, la journée des bourdes. Taubira. Cet après-midi, Fondation de l'Abbé Pierre qui organise un après-midi sur les propositions pour le logement. Les candidats de gauche viennent. Christiane Taubira, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, on va écouter Christiane Taubira interroger sur les propositions concrètes. Petit flottement, on écoute. J'énonce. Juste, pardon, si on augmente le RSA de 30%, les gens restent sous le seuil de pauvreté quand même. Oui, mais on y ajoute... On y ajoute, voilà, on peut y ajouter l'APL d'une part, et puis je considère que il y a la nécessité de revoir la totalité des minima sociaux. Il faut créer les conditions pour que les gens puissent accéder à un vrai pouvoir de vivre. Ok. Louis, très justement, fait remarquer pendant le son que ce n'est pas une bourde, c'est une impréparation. Le problème, c'est que dans cette salle, il y a juste après la performance de chaque candidat, les participants peuvent, avec des boutons électroniques, faire un nuage de mots. Comment vous avez trouvé la prestation de chaque candidat? Regardez le nuage de mots qui est apparu juste après la prestation de Christiane Taubira. C'est fait trier. Bon, c'est un Oula, oui. Pas de chiffres, vite, flou, attente de concret. Alors, on peut régler sa vue en même temps, c'est pratique, ça, ce genre de tableau. Alors, perdu, flou, indécise, brouillon, blabla. Bon, blablabla. Il y a quelqu'un qui a trouvé ça lumineux. Très général, flou, brouillon, blabla. Vide abyssal. Mais vous arrivez à lire vraiment de très près. Moi, je ne vois rien. J'essaie de voir le positif. Sujet mal préparé. Si, j'arrive à lire. Non, mais vous n'allez pas vous y mettre, Julie. Déjà, Eric, ça va. Avec votre 2,10 m. Qui profite de cette impréparation? Après, on écoute Anne Hidalgo.
Je pense que bien sûr ça fait la différence parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle et que nos concitoyens qui ne sont pas encore complètement dedans, lorsqu'ils vont regarder d'abord ce que l'on propose, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est solide, est-ce qu'on est préparé, est-ce qu'on vient à cette élection en les respectant, c'est-à-dire en ayant travaillé et en sachant pourquoi on vient à cette élection, je pense que ça sera décisif. C'est très méchant, ça. Efficace. Ouais. Non. Non. Et non. En même temps, Très méchant. S'il y a quelqu'un qui n'est pas au niveau depuis le début de sa campagne, c'est bien Hidalgo. Oui, alors sur le logement, alors sur le logement, Pardon, hein. moi j'ai été voir parce que on bosse, j'ai été voir les programmes des candidats, ceux qui en ont, sur le logement. Anne Hidalgo, on peut être d'accord ou pas d'accord, a vraiment un programme. Dur quand même, il faut quand même travailler, c'est la première fois qu'Anne Hidalgo bille en tête contre Christiane Taubira. Et effectivement, pour l'instant, ils sont très très bas à la gauche dans les sondages. Mais une campagne électorale, on ne cesse de le répéter, c'est un film. Chaque jour compte. Nous ne sommes que début février. Et on en a vu des retournements. Donc attention, il faut travailler, il faut préparer. Chaque jour est un épisode de la série. Exactement. Et il y a des épisodes qui peuvent être... Il y a des épisodes, on l'a vu dans les autres présidentielles, qui peuvent être dingue. Donc, voilà. Mais il faut quand même travailler les interventions avant d'aller... Est-ce que c'était travaillé de la part de Mme Hidalgo de dire qu'il fallait doubler le salaire des professeurs? Est-ce que c'était travaillé de dire qu'il fallait faciliter les déplacements? Elle ne l'a pas répété, en voiture, le doublement. Elle a arrêté. Mais pardon. C'était calculé, mais pas travaillé. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été travaillées dans la campagne d'Anne Hidalgo jusqu'à maintenant. Il y a beaucoup de choses qui semblaient totalement impréparées et non réfléchies. Écoutez, on critique souvent la campagne d'Anne Hidalgo. Moi, je me permets de dire aujourd'hui que là, elle a eu une attaque efficace contre Christiane Taubira. C'est pas la première fois, Renaud Pilat, que je vous trouve bien indulgent à l'endroit de Anne Hidalgo. Oui. J'observe de façon neutre. J'essaye de faire mon travail, malgré les critiques ici, sur ce plateau. Vous êtes admirable, Renaud. Non, pas du tout. Je cherche pas d'encouragement. J'essaye de faire mon travail comme je peux. C'est pas facile ici. Vous savez quoi Le tribunal de l'histoire vous jugera, mon vieux. Moi, j'ai rien à dire. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes libre. Le tribunal de l'histoire. Oui, et ça va peut-être le soutien inattendu, mais non, mais ce qu'il faut quand même reconnaître objectivement, c'est que Anne Hidalgo s'est pris des bassines de purin sur la figure depuis le début de cette campagne présidentielle. À juste titre. Alors peut-être à juste titre, mais pour une fois, est-ce que vous pouvez lui accorder le fait qu'elle puisse sortir la tête de l'eau et trouver moins bonne qu'elle? One point. Comment? One point, d'accord, très bien. Objectivement. Non, mais pardon, mais qui a suscité la candidature de Christiane Taubira? c'est Simon Anne Hidalgo, mais pardon, mais enfin. Mais oui, trouvez moins bonne qu'elle, trouvez meilleure, voyez comme vous êtes. On va faire un truc. On se refait pas, attendez, on se refait pas. On va faire un truc. Le pas de deux d'Anne Hidalgo avec la primaire populaire. Qu'elle n'a pas vécu, juste pour elle, pour une sorte de hug. On va faire un truc qu'elle n'a pas vécu depuis des années. On va applaudir Anne Hidalgo, juste comme ça. Esthétiquement, on va dire, bah si, pour elle marque un plaisir, Adèle. Bravo Anne Hidalgo. Voilà, je reviens. Ça fait du bien. C'est ma marotte. Non, mais c'est votre catharsis. Vous vous libérez là. J'ai l'impression. Elle vous fait du bien, Anne Hidalgo, faire non? plaisir aux gens. Bah ouais, vous vendez du bonheur. Je peux avoir 20 secondes de sérieux? Le logement. Personne n'en parle dans cette campagne. C'est vrai. Problème essentiel. Personne n'en parle. Éric Zemmour en a parlé. Moi, ça me scandalise. Oui, mais sa proposition est totalement à côté de la plaque. Inopérante. Moi, ça me scandalise. C'est l'un des problèmes prioritaires de millions de Français. Ça fait des décennies qu'on ne construit pas assez de logements en France. Le bilan d'Emmanuel Macron est mauvais sur le logement. Le bilan de François Hollande est mauvais sur le logement. Tragique, Hollande, tragique. Il est passé de 450 000 à 250 000 constructions par an d'appartements. Il a divisé en deux. Et Emmanuel Macron avait promis 500. Il faut 500 000 logements par an. On n'y est pas. On est à 250 000. SDF dans la rue. Même pas Emmanuel Macron avait promis plus un SDF dans la rue. Et c'est Jean-Luc Mélenchon cet après-midi. Et pourquoi? Beaucoup d'hypocrisie. Les maires ne veulent pas donner des permis de construire parce qu'ils disent tous oui, on va construire. Puis dès qu'on veut construire, faut dire que c'est aussi un peu les citoyens. Ah non, pas ici. Non, plus loin. Non, ma vue, ceci, cela. Et pendant ce temps-là, les gens n'arrivent pas plus à se loger dans les centres-villes. On va pas faire ce soir là les loyers qui ont augmenté. Bon, Paris, c'est même plus la peine.
le centre de Dijon, le centre de Lyon, le centre... Voilà. Moi, j'attends que les candidats en parlent. En parlent. Le Voilà. centre Mais de en ayant Bordeaux. préparé. Le centre de Bordeaux, le centre de Toulouse, le centre de Strasbourg, de Nice, de Marseille, de Toulon, je plaisante pas, de Dax, de Mont-de-Marsan, de Clermont-Ferrand, de Quimper, de Brest, de Nantes, de Rennes, de Saint-Brieuc, d'Orléans, de Chartres, d'Alençon. On en parle du centre-ville d'Alençon. Voilà, on en parle. C'est la musique qui passe. Non, il y avait un troisième indiscret. Metz. Il y avait un troisième indiscret. Le centre-ville de Metz, à côté de la gare de Metz. Vous rentrez, on garde l'antenne, je reste tout seul. Pour demain, votre Mais non, un indiscret c'est frais, c'est le soir. Tant pis, vous l'aurez pas. Bon, désolé mesdames, messieurs. Restez, c'est terminé là ou pas? Oui. Il y a la musique. Laissez s'excuser. Oui, voilà, très bien. Restez à l'antenne sur LCI, car la nuit sur LCI, mesdames, messieurs, nous avons les moyens de vous faire veiller. Salut, à demain 22h.